Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Place à la deuxième thématique à l'ordre du jour ce soir. Nous parlons de géoéconomie internationale, mais précisément de l'indépendance financière et monétaire de l'Afrique préalable au développement économique. À quand la fin de la servitude économique? À quand l'arrivée ou alors le début ou la réaffirmation de la souveraineté monétaire? Quels sont les prérequis? À quand la libéralisation totale de l'Afrique? Et pour en parler ce soir, le professeur Nicolas Arbour, qu'on ne présente plus sur ce plateau et sur les antennes de la télévision panafricaine. Bonsoir, c'est un réel plaisir de vous recevoir ici au Cameroun, précisément dans la ville de Douala. Merci, bonsoir d'abord à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et mes sincères félicitations à Afrique Média et plus particulièrement à tous ceux qui y travaillent comme vous. C'est grâce à vous que nous arrivons à nous exprimer et à poser véritablement les problèmes de l'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire un petit mot à l'endroit de notre frère Omutunde Kalala, qui nous a quittés brusquement, de façon brutale. Et nous sommes convaincus qu'au-delà des apparences physiques, il est toujours avec nous. Et il y a beaucoup de leçons à tirer. C'est-à-dire, il nous a montré qu'à tout moment, nous devons vivre comme si on allait mourir demain. Puisque Omutunde, en très peu de temps, quand bien même il serait mort dans la fleur de l'âge, il a laissé beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travaux que les jeunes Africains doivent continuer à faire. Bon. Mais surtout, Omutunde, il a jeté un pont entre l'Afrique mère et ses enfants qui sont partis, qui sont déportés de l'autre côté, qu'on appelle les Antilles, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et tout le reste. Les Africains doivent comprendre que tous ceux qui constituent le peuple noir en Haïti, en Guadeloupe et tout le reste, c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous. Ceux qui nous agressent, ils le font, ils le démontrent. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, eh bien, les Africains étaient soutenus par les peuples blancs. Prenons le cas de l'Israël, et ainsi de suite. En un mot, les Africains doivent maintenant intégrer dans leur conscience que c'est dans l'unité qu'ils peuvent vraiment s'affranchir de tous les problèmes, tous les obstacles qui les paralysent dans leur chemin de développement. Maintenant, avant d'aborder toujours le sujet, je voudrais faire un constat que tout le monde fait d'ailleurs. Le continent qui est le plus riche au monde, qu'on appelle l'Afrique, c'est là que meurent des gens, physiquement, qu'on appelle la famine. Dans l'état actuel, il y a la Somalie, c'était l'Éthiopie, et ainsi de suite. Deuxième constat, le continent le plus riche au monde, c'est celui-là qui voit ses enfants partir, déserter. Ils désertent l'Afrique pour aller où? Pour aller mourir dans le désert africain. Mourir dans les océans. Et surtout se faire des esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Et pour ceux qui arrivent à survivre, quand ils vont en Europe par exemple, ce n'est pas parce qu'ils s'en vont pour être président, Non, ils s'en vont juste pour faire ce qu'on appelle ici les sales boulots. La différence fondamentale entre l'Afrique et l'Europe, c'est que quel que soit le boulot que vous faites en Europe, par exemple, vous serez payé. Quand je dis payé, ça veut dire qu'on vous donnera un petit revenu de survie. C'est ça que les Africains ne savent pas faire. Et pourquoi ils ne savent pas faire ça? Parce que, malheureusement, les Africains n'ont pas encore compris que c'est celui qui finance, c'est celui qui commande. Donc, nous sommes convaincus qu'il y a 4 solutions
plus particulièrement 3 solutions, auxquelles s'ajoute la 4e, qui, nous savons, si ces 4 solutions sont appliquées, en moins de 10 ans, et je pèse mes mots, non seulement l'Afrique va sortir de l'ornière socio-économique dans laquelle elle se trouve, mais à moyen terme, l'Afrique peut reprendre la direction du monde comme elle l'a déjà fait dans le passé pendant des siècles. Donc, si vous me permettez, on peut toujours s'interroger pour dire, mais quelles sont ces 4 solutions? Donc, si vous me permettez, on peut commencer par la première. Bien sûr, allez-y, professeur. Donc, la première solution que nous préconisons, c'est la monnaie unique africaine, en abrégé la MUA. Monnaie unique africaine. Alors, comment on peut se poser, dès qu'on parle de la monnaie unique africaine, il y a plusieurs questions qui surgissent. D'abord, la création de la monnaie unique africaine. Quels sont les critères de convergence pour créer cette monnaie unique africaine? C'est-à-dire, quels sont les critères que doivent remplir les pays africains, les 54 pays africains, pour qu'ils convergent, pour qu'ils se mettent ensemble et puis créer la monnaie unique africaine. Pendant longtemps, on nous a menti. On nous a fait comprendre qu'il y a des critères de convergence comme les critères de convergence que les Européens se sont définis, se sont imposés et qu'ils ne respectent même pas avant de créer l'euro. Mais je voudrais attirer l'attention des Africains sur 5 cas qu'ils peuvent observer. Le premier cas, c'est celui du dollar américain. Le dollar américain a été créé par une décision politique avec ce qu'on appelle les 13 colonies anglaises qui, dès qu'elles ont pris leur indépendance aux États-Unis, se sont d'abord détachées politiquement de l'Angleterre, mais ont décidé par le Congrès que le dollar américain est notre monnaie unique. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, rappelons-le, il y avait plusieurs monnaies. Nous n'avons pas le temps de les égrener ici. Et lorsqu'ils ont pris la décision, quand le Parlement, c'est-à-dire les représentants du peuple, ont décidé que le dollar est notre monnaie unique, c'est fini. Et à l'instant, à la seconde où nous parlons, il y a 50 pays américains qui utilisent le dollar américain. Et ça ne pose aucun problème. Bien au contraire. Grâce à cette monnaie unique, eh bien, les États-Unis font des merveilles que nous connaissons. Le deuxième exemple, c'est celui du Canada, pays voisin. Il y a 10 provinces, pour ne pas dire 10 pays. Il y avait plusieurs monnaies. Eh bien, le Parlement, les représentants du peuple, le Congrès canadien a décidé que le dollar canadien est leur monnaie unique canadienne. Et ça marche très bien. Le Canada est un vaste pays qui se développe très bien. Le troisième exemple, c'est celui de la Chine. La Chine, avant 1949, mourait de faim. Avant 1949, les Chinois étaient moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Eh bien, quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, eh bien, ils ont d'abord créé la monnaie unique chinoise qu'on appelle le yuan ou bien le renminbi. Ils se sont servis de cette monnaie unique pour mettre les Chinois au travail. Ils ont créé ce qu'on appelle la Banque populaire de Chine, qui appartient à l'État chinois. Et grâce à leur monnaie, les Chinois se sont mis au travail. Les Chinois qui, avant 1940, qui mouraient de faim, à l'instant où nous parlons, la population chinoise dépasse 1,4 milliard de personnes.
Mais qui est assis sur le toit du monde? C'est la Chine. C'est la Chine qui finance tous les pays du monde, dont les États-Unis en tête. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. En un mot, la Chine finance tous les pays. Et ceci pourquoi? Parce que la Chine a compris que celui qui crée la richesse, c'est l'être humain. Mais encore faudrait-il mettre l'être humain au travail en le payant. Avec quel argent? Parce que quand on dit monnaie, c'est trop technique. Avec quelle monnaie? Sinon, avec quel argent? Avec la monnaie du pays. 1,4 milliard. Aujourd'hui, grâce à cette monnaie, eh bien, la Chine fait travailler tous les Chinois. Ça, c'est le troisième exemple. Le quatrième exemple est à la seconde où je parle. Certains auditeurs peuvent prendre leur portable ou bien leur pour vérifier. Le quatrième exemple, c'est celui de la Suisse. En Suisse, notez-le bien, il y avait 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer certains esprits. En Chine, non, en Suisse, je veux dire, il y avait 860 monnaies différentes. Eh bien, à un moment donné, le Parlement chinois, suisse a décidé de mettre fin à ce désordre monétaire, à cette pagaille monétaire. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, la Suisse, c'est un État fédéral. Il y a 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Et c'est le Parlement suisse qui a décidé de faire du franc suisse leur monnaie unique. Aujourd'hui, cette monnaie unique de la Suisse est tellement bien gérée que n'importe qui dans le monde qui veut mettre en lieu sûr son épargne, il va la cacher en Suisse. Ça, c'est le quatrième exemple. Ce que je suis en train de dire, parmi tous ces 4 exemples, il n'y a pas ce qu'on appelle les critères de convergence socio-économique, tout ça. Non, ce sont des décisions politiques. Et j'insiste sur le mot politique. Quand on est souverain, on décide politiquement. Et le 5e exemple, qui concerne directement les pays africains, c'est le cas du franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, et j'insiste sur le mot provisoire, a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Préven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustel, de lui préparer un décret de création du franc des colonies françaises d'Afrique. Lorsque ce décret a été prêt, eh bien, en son article 1er, le décret 45-01-36, le général de Gaulle a créé le franc des colonies françaises d'Afrique. Par un simple décret, c'est-à-dire, ce n'est même pas passé par l'Assemblée nationale. Et on a imposé ça aux Africains. Or, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de critères de convergence. J'aimerais que ceux qui veulent nous porter la contradiction pour se complaire dans le nazisme monétaire, et je pèse mes mots, car le franc CFA est une photocopie du nazisme monétaire dont la France a été victime. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler uniquement du franc CFA. On va en parler de façon marginale. Mais nous voulons insister sur les 4 solutions salvatrices de l'Afrique. Donc, une fois on a vu ces 5 cas, nous voulons rappeler avec force que la souveraineté dont on parle, il y a ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. Le triangle, c'est 3 points. Le premier point du triangle de souveraineté, c'est d'abord la monnaie. Quand vous avez votre monnaie, deuxième point du triangle, c'est la défense nationale, la défense sécurité. Et enfin, le troisième point qui se dessine tout naturellement, c'est
le droit positif, le droit objectif, sinon la Constitution. Si vous n'avez pas votre monnaie, si vous n'avez pas l'argent, est-ce que vous êtes capable de vous armer? Si vous n'êtes pas capable de vous armer, vous êtes esclavagisable à tout moment. Et c'est dans ça que nous sommes, nous les Africains. Donc nous disons, avec une certaine froideur scientifique, que la première solution des Africains, ils sont 54 pays, c'est de s'unir autour d'une monnaie qu'on appelle la monnaie unique africaine. Le premier critère de convergence, c'est une décision politique. Je ne fais que me répéter. Maintenant, quand on a créé, et quand on a fait ça, quand on a pris conscience qu'en fait, si les Africains se veulent véritablement souverains, ils doivent créer la monnaie à partir d'une décision politique. Deuxièmement, comment créer donc la monnaie unique africaine? La réponse est la suivante. La monnaie unique africaine peut se créer en 3 temps. Le premier temps, on demande à tous les pays africains, aux 54 pays africains, de faire ce qu'on appelle un projet de loi de création de la monnaie unique africaine. Chaque gouvernement demande et fait ce projet de loi. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale du pays. Ou alors, ils peuvent choisir ce qu'on appelle la voie référendaire. Ils peuvent demander par voie de référendum au peuple, est-ce que oui ou non vous voulez participer à la création de la monnaie unique africaine? La voie référendaire, elle existe. Elle est logique parce que la monnaie dans tous les pays du monde appartient au peuple. Donc, comme on passe par la voie référendaire, c'est tout à fait normal. Mais nous disons qu'elle est assez longue. Nous sommes dans un cas d'extrême urgence. Donc, on passe par la voie parlementaire. Et à une écrasante majorité, eh bien, le peuple va dire, nous sommes d'accord pour créer la monnaie, participer à la création de la monnaie unique africaine. Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, eh bien, puisqu'on est d'accord pour créer la monnaie unique africaine, eh bien, troisième temps, on appuie simplement sur la machine et la monnaie unique, les billets de banque sortent. C'est aussi simple que possible. Parce qu'on a pris la décision de créer la monnaie unique africaine. Que nous sommes d'accord pour créer la... Mais rien ne nous empêche d'appuyer sur la machine qui a été apprêtée en conséquence. Et même si ce n'était pas prêt, importer une machine pour imprimer les billets de banque, ça ne prend pas des siècles. Et tout ce que je viens de dire, au maximum, en 2 mois, parce qu'il y en a qui se laissent heurter. Mais quand on est dans un cas d'extrême urgence, je dirais en moins de 2 semaines, on a fini. Ça, c'est le processus de création de la monnaie unique africaine. Maintenant, on peut se poser la question. Mais quel sera le capital social de la Banque centrale qui va héberger la monnaie unique africaine? Ils sont 54. Ils peuvent décider, ça c'est à leur libre choix. Ils disent chaque pays apporte 1 milliard. Donc 54 fois 1, ça fait 54 milliards. Évidemment, ils peuvent tous ne pas être mis d'accord tout de suite. Mais il suffit de commencer quelque part. Et celui qui est prêt, il vient. Il donne son milliard et puis il rentre dans le capital social. Donc, ce n'est pas ça le vrai problème. Maintenant, puisque la Banque centrale, il faut le rappeler, la Banque centrale africaine, elle, c'est elle qui va gérer cette monnaie unique africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons nous poser la question. Comment elle va fonctionner? Eh bien, la Banque centrale, comme toute banque ou bien comme toute entreprise, a un conseil d'administration qui gère la Banque centrale. Pour prendre les décisions essentielles, comme les décisions monétaires, on dit bon, on demande, d'abord il faut rappeler que ceux qui vont apporter le capital social, ce sont les banques centrales nationales ou communautaires. Je me répète, ceux qui vont apporter
le capital social de la Banque centrale africaine, ce sont les banques centrales nationales ou communautaires, que ce soit la Banque centrale nationale du Niger et du Nigeria, la Banque centrale nationale de l'Afrique du Sud, du Ghana, ou alors la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui comprend 8 pays et non 6 pays, ou bien la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui comprend 8 pays. Eh bien, tous ces pays et tous ces banques vont apporter leur contribution dans le capital social de la Banque centrale africaine. Et ces représentants des différentes banques centrales vont siéger au sommet de la Banque centrale africaine. Si on veut diminuer, par exemple, le taux d'intérêt, eh bien, c'est là-bas qu'ils prennent la décision. Et quand la décision est prise au sommet de la Banque centrale africaine, eh bien, cette décision se répercute directement sur les banques centrales nationales ou communautaires, lesquelles banques centrales nationales coiffent toutes les banques commerciales qui sont en relation directe avec les agents économiques qui sont les ménages, les entreprises, les collectivités, etc. Donc, une fois on a notre argent, quand les Africains ont décidé cette banque, cette création de monnaie, ils vont s'affranchir de la tutelle effective, sinon de la tutelle réelle de quoi? Du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc. C'est un continent qui va assumer sa propre souveraineté. Maintenant, on peut se poser la question. Mais si vous créez, vous les Africains, votre monnaie, la MUA, la question qui intervient, c'est de dire, mais qui va garantir la monnaie unique africaine? Souvent, on pose cette question. Il faut répondre tout de suite avec vigueur que ceux qui vont garantir la Banque centrale africaine, ce sont les pays africains eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne. Garantir avec quoi? Avec la valeur synthétique des matières premières stratégiques que détiennent les Africains, que ce soit l'or, le diamant, le coltan, etc. Mais soyons simples, on va dire l'or et le diamant. Alors, nous disons, si l'Afrique bat sa monnaie africaine, elle va garantir cette banque, elle va garantir cette monnaie unique africaine avec, écoutez-moi très bien, 131 200 tonnes d'or. Je reprends. La MUA, la monnaie unique africaine, sera garantie par 131 200 tonnes d'or, apportées par qui? Par les différents pays membres de la BCA, de la Banque centrale africaine. Ils sont 54. On va leur demander d'apporter chaque mois, non pas chaque mois, d'apporter chaque année 30 tonnes d'or ou de diamants. Chaque pays, je reprends, va apporter chaque année 30 tonnes d'or ou de diamants. Et puis, d'ici 81 ans, on aura 131 200 tonnes d'or. Mais vous allez dire, d'ici 81 ans, monsieur le professeur, mais c'est trop long. J'ai dit oui et non. Parce que c'est un continent qu'on construit. Mais ici et maintenant, et tout de suite, les Africains peuvent avoir les 131 200 tonnes d'or. Comment? Eh bien, ces 131 200 tonnes d'or seront apportées par un seul pays qu'on appelle l'Ouganda. Pourquoi? Parce que le 8 juin 2022, l'Ouganda, par son représentant du développement minier qu'on appelle M. Solomon Mouyati, a déclaré au monde entier que l'Ouganda a découvert
31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda possède, à l'instant où nous parlons, au minimum 31 millions de tonnes d'or. Donc, on demande tout simplement, si les Africains veulent vraiment la souveraineté, ils n'ont qu'à simplement se mettre ensemble avec l'Ouganda pour dire, décaissez-nous les 131 200 tonnes d'or. Et nous allons vous rembourser, nous allons rembourser à l'Ouganda à dose homéopathique. 30 tonnes d'or par an. Ça peut être un pays comme la Côte d'Ivoire qui doit donner 30 tonnes d'or chaque année à l'Ouganda, peut, par exemple, c'est un problème de négociation, donner 20 tonnes d'or et le reste en cacao et ainsi de suite. Chacun va donner ce qu'il peut donner, mais le principe, c'est de dire l'Ouganda décaisse tout de suite les 131 200 tonnes d'or et se faire rembourser par la suite à dose homéopathique. Regardons à l'échelle planétaire. Quel est le pays qui garantit sa monnaie avec un grand stock d'or? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Avec 8200 tonnes d'or. Je reprends. Le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Alors, si l'Afrique crée sa monnaie et que sa monnaie est garantie par 131 200 tonnes d'or, eh bien, comme on dit, il n'y a pas match. L'Afrique aurait la meilleure monnaie, autrement dit, la monnaie la mieux garantie au monde. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, les Africains peuvent demander à être payés désormais, non pas en dollars, ni même en euros, mais en la MUA, c'est-à-dire en la monnaie unique africaine. Je crois que maintenant, avec ce qui s'est passé en Russie, on peut maintenant comprendre que je ne suis pas en train de rêver. Lorsque les pays occidentaux ont fait ce qu'il fallait et ils ont pris des décisions économiques, en un mot des sanctions économiques contre la Russie, eh bien le rouble, qui est la monnaie de la Russie, a commencé à chuter de 30%. Qu'est-ce que le président russe a dit? Eh bien, il dit, désormais, il ne faut plus que mon gaz soit payé ni en dollars, ni même en euros. Mais il faut que mon gaz soit payé en roubles, c'est-à-dire dans ma propre monnaie. Eh bien, les pays occidentaux, qui sont dans le besoin réel du gaz, sont obligés de chercher le rouble sur le marché financier. La demande de rouble est devenue plus importante que l'offre et la valeur du rouble a augmenté de façon spectaculaire en moins d'une semaine, a dépassé plus de 30%. C'est la même chose qui va se produire pour l'Afrique. L'Afrique, qui a sa propre monnaie, demande à être payée dans sa propre monnaie que nous appelons en abrégé la MUA, la monnaie unique africaine. Eh bien, la valeur de la MUA ne peut qu'augmenter. On n'a pas besoin de se rendre ridicule. Les solutions de l'Afrique se trouvent dans les mains des Africains. Encore faudrait-il qu'ils en prennent conscience. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que la monnaie unique africaine sera convertie? Bien sûr qu'elle sera convertible. Et parce qu'elle est convertible, elle peut être utilisée dans le commerce international. Et conditionnalité pour que justement les autres banques puissent détenir la MUA et puis servir leurs clients. Ensuite, on peut se poser la question, est-ce que la MUA sera au régime d'échange flexible ou au régime d'échange fixe? Nous répondons tout simplement que ça sera un régime d'échange flexible qui va s'adapter à l'évolution du marché. Nous n'allons pas perdre le temps parce que nous savons avec le franc CFA que le régime d'échange fixe qui est maintenu, en fait, c'est tout simplement une technique mise en place pour favoriser
les exportateurs des capitaux de la zone franc CFA vers la France et vers le reste du pays. Parce qu'on veut les dispenser de ce qu'on appelle les risques d'échange. C'est-à-dire, par exemple, si pour 1 euro, on donne 656 francs CFA, eh bien, si un exportateur qui est au Cameroun, il exporte 656 millions de francs CFA vers la France, arrivé là-bas, on divise par 656, on lui donne 1 million de francs, 1 million d'euros. Et ça reste plus comme ça. Mais si ce n'était pas un régime de change flexible, non, un régime de change fixe, et que pour 1 euro, on donne 50 000 francs CFA, eh bien, s'il exporte les mêmes 656 millions de francs CFA, eh bien, arrivé là-bas, on lui donnerait 13 120 euros. Donc, il est perdant. Et c'est pour ne pas perdre cet argent qu'on dit le régime d'échange fixe est bon pour les Africains. Mais dans la réalité, c'est pour protéger ceux qui exportent les capitaux de la zone franc CFA vers le reste du monde. Donc, nous ne restons pas dans un pays, pour les pays africains, nous allons utiliser le régime d'échange flexible. Ça mérite un long débat, mais nous n'allons pas rentrer dedans. Maintenant, si on a créé la monnaie unique africaine, on peut se poser la question. Alors, celui qui a des francs CFA, ou bien Naira, etc., comment on va échanger la monnaie nationale contre la monnaie MUA? Eh bien, nous cherchons à résoudre les problèmes de façon efficace et de façon politique. Nous disons, une monnaie nationale, une unité de monnaie nationale, exemple, un CD du Ghana égale une MUA, une unité de MUA. Un franc CFA égale une unité de MUA. Et comme ça, le problème est résolu de façon pratique. Vous allez dire que on exagère, mais Helmut Kohl a fait ça pour résoudre les problèmes des Allemands. L'Allemagne, la monnaie, le Deutschmark ouest-allemand était plus fort que le Deutschmark est-allemand. Mais pour résoudre le problème politique et le problème l'unification de l'Allemagne, eh bien, Helmut Kohl a dit l'unité de l'Allemagne dépasse tout le reste. Et c'est fini. Donc, nous pouvons résoudre efficacement tous ces problèmes. On que la MUA et tous ceux qui ont leur argent, eh bien, on ne fait qu'échanger et puis c'est terminé. On n'en parle plus. Maintenant, on peut se poser la question, quel est le nom réel à donner à la MUA, monnaie unique africaine? Ça, aux Africains de se donner des noms. Mais nous disons, nous n'imposons rien, mais nous disons, la MUA, qui veut dire monnaie unique africaine, veut dire aussi la monnaie de l'unité africaine. Ensuite, lorsque vous écrivez MUA et que vous faites une permutation, le U, il devient UMA. UMA qui veut dire l'Union monétaire africaine. Toujours dans MUA. Ensuite, puisque c'est une permutation, il y a, quand on fait une permutation des trois éléments là, vous voyez que ça fait 6. Donc, on peut créer UMA ou alors UAM, qui veut dire l'unité de l'Afrique, pas la monnaie. Ensuite, MO, MAU, qui veut dire le nom de l'Afrique unie. Je reprends la monnaie plutôt, la monnaie de l'Afrique unie. N'oublions pas que le salut de l'Afrique se trouve dans son unité. Ensuite, nous allons prendre l'AMU, qui veut dire l'Afrique monétairement unie. Et enfin, dernier élément, nous avons AUM, qui veut dire l'Afrique unie par la monnaie. Mais mieux, AUM se prononce OM. OM, c'est le son primordial qui génère tout l'espace. Donc, si nous utilisons la MUA, c'est en fait la MUA, son nom mystique, son nom caché, c'est tout simplement OM, l'univers tout entier qui a été créé.
N'oublions pas que la vie sur Terre a commencé par l'Afrique. Et c'est par ce son primordial, par cette monnaie vibratoire, que l'Afrique peut financer toutes ces réalisations, ce qui nous amène à la deuxième solution qu'on appelle l'industrialisation. L'industrialisation, ce n'est rien d'autre que la transformation en produits finis des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Donc, solution 2, c'est l'industrialisation. Autrement dit, si on nous pose la question, quels sont les avantages de la MUA? Eh bien, nous répondons froidement que la MUA a pour avantage de financer l'industrialisation des économies africaines pour satisfaire, répétons-le, les 14 besoins essentiels de l'Afrique. Quels sont ces 14 besoins? Le premier besoin, c'est manger. Manger veut dire élever des industries alimentaires dans le but d'avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que c'est avoir l'autosuffisance alimentaire? Avoir l'autosuffisance alimentaire veut dire 1. Manger ce que l'on veut. 2. Manger quand l'on veut. Manger en quantité et en qualité. Je reprends. Avoir de l'autosuffisance alimentaire veut dire manger ce que l'on veut, quand l'on veut, en quantité et en qualité. Or, je vous ai dit l'autosuffisance alimentaire, mais aussi la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire veut dire l'Afrique doit se nourrir elle-même et non pas dépendre de l'extérieur. Et l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se nourrir elle-même, d'une part, et nourrir le monde entier. Mais nous sommes dans la souveraineté alimentaire. Donc c'est avec la MUA que nous allons financer les industries alimentaires. Ce qui nous permet d'éradiquer complètement la faim et la famine de l'Afrique. La faim, quand on a faim, on sait ce que ça veut dire, mais la famine, c'est la faim qui tue. Comment voulez-vous qu'on respecte les Africains quand ils sont incapables de se nourrir eux-mêmes, quand ils meurent physiquement de famine? C'est ça le vrai problème. Nous ne faisons pas des théories pour les théories. Nous disons, finançons nous-mêmes notre propre agriculture. Et nous verrez que nous allons éradiquer tout ça de l'Afrique. Ça a existé dans les autres pays, comme la France, la Chine, etc. Mais eux, ils se sont attaqués avec sérieux aux racines du mal. Et ils ont éliminé la faim de leur pays, de leur continent. Nous, les Africains, nous avons ce devoir-là. Deuxième besoin, c'est celui de boire. Boire de l'eau potable, accéder à l'eau courante. Les médecins sont unanimes pour dire que l'homme est composé à 75% de l'eau. Lorsque vous donnez de l'eau non potable à un être humain, vous le tuez. Donc, il y a des industries de l'eau. Et avec ce financement, parce que nous avons désormais notre monnaie, nous avons désormais notre propre argent, eh bien, nous ne dépendons plus de quelqu'un. Eh bien, nous sommes capables de financer tout ça et permettre à tous les Africains qui vivent sur le continent d'accéder à l'eau courante, à l'eau potable. Et tout ça, tout ce que je suis en train de dire, ça crée des millions et des millions d'emplois. Le troisième besoin, c'est s'habiller. S'habiller veut dire élever des industries de textile. Aujourd'hui, les Africains, ils prennent les balles de coton, ils les mettent dans des bateaux, et ils s'en vont servir les autres pays, en tout cas tous les autres pays du monde. Ça, nous devons mettre fin à tout ça. Les machines dont on se sert pour faire les industries de textile, tout ça, on peut non seulement dans un premier temps importer, mais par la suite, on peut les fabriquer. Ça,
c'est le textile. N'oublions pas, nous n'avons pas assez de temps, mais rien que le coton, c'est ce qu'on appelle l'or blanc. Rien que le coton, on peut, avec les graines, au lieu de les jeter, tout ça, on peut faire de l'huile du coton et ainsi de suite. Donc, troisième besoin, c'est s'habiller. Le quatrième besoin, c'est se loger. Se loger veut dire avoir une vision très claire que d'ici 10 ans, nous ne voulons plus de taudis sur le continent africain. Je reprends. Nous ne voulons plus de taudis sur le continent africain. Est-ce que c'est possible? La réponse est 3 fois oui. Parce que nous avons de l'espace vital. Parce que nous avons de la main-d'œuvre pléthorique. Elle ne demande pas autre chose que d'être payée décemment. Toutes les ressources humaines sont là. Toutes les ressources naturelles sont là. Ce n'est pas le bois qui nous manque. Un pays comme le Gabon est même, on dit que la forêt est un obstacle pour le développement du Gabon. Et ainsi de suite. Bref, nous pouvons faire disparaître tous les taudis, construire des millions, je pèse bien mes mots, des millions de logements chaque année dans tous les pays d'Afrique, dans tous les États d'Afrique, pour que justement les Africains soient bien logés et ils soient heureux chez eux. Ça, c'est le quatrième besoin. Le cinquième besoin, c'est s'éclairer. Lorsqu'on construit un logement, quel qu'il soit, il faut y mettre de la lumière. Eh bien, nous pouvons financer, avec notre monnaie, nous pouvons financer l'éclairage, pour ne pas dire la lumière. Que ce soit l'énergie hydraulique, disons avec l'énergie renouvelable, donc l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, ce qu'on appelle l'énergie éolienne et la biomasse. Mais quel est le continent le mieux ensoleillé au monde? C'est bien l'Afrique. C'est bien l'Afrique. Donc, avec une décision politique, une vision claire pour des gens qui veulent qu'on les respecte, nous avons notre propre monnaie, eh bien nous finançons tout ça. Et l'énergie solaire va rentrer dans tous les milieux, y compris les campagnes. Si l'énergie solaire rentre dans les campagnes, vous verrez que les paysans, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle les ruraux, qui sont chassés du village pour aller en ville parce qu'ils sont attirés par la lumière, tout le monde aura accès à la lumière. Et vous verrez que le couvert végétal sera protégé. Le paysan n'aura plus besoin nécessairement parce que tout ce qu'on appelle les commodités modernes vont rentrer dans les villages. Parce qu'on a l'énergie solaire. Ils auront accès à l'eau, au frigo, aux cuisinières, etc. Bref, il faut éclairer. Ensuite, le sixième besoin, il faut se déplacer. Se déplacer veut dire financer de façon sérieuse la construction des véhicules en Afrique. Il y a des pays qui ont déjà commencé timidement, mais nous avons notre propre argent. Donc on peut les financer. Dans un premier temps, bien sûr, on va favoriser ce qu'on appelle les autobus, etc., pour que les voyages collectifs, pour ne pas dire les transports collectifs, ne soient pas éprouvants comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il faut financer cela pour que tout le monde se déplace naturellement, calmement, comme ça se fait dans les pays dits développés. Cela n'exclut pas les véhicules, comme on appelle, individuels. Mais il faut financer ça. Et l'argent, on l'a parce que nous avons désormais notre propre argent. Nous ne dépendons pas de quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà un des besoins essentiels. Évidemment, si on se déplace naturellement, il faut, comme on dit, les routes. Ça, c'est le septième besoin. Les infrastructures. Le septième besoin, il faut financer les routes. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. La technologie est banalisée à l'échelle planétaire. Donc, on peut financer toutes les routes.
Je vais aller un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ensuite, 8e besoin, il faut se soigner. Se soigner veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir les centres de soins primaires dans les campagnes, ouvrir les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et y affecter le personnel soignant. Ça, c'est le premier aspect de la santé. Mais deuxième aspect, ça veut dire il faut élever la sécurité sociale pour que tout le monde se soigne sans regretter. Aille voir le médecin sans regretter parce qu'on peut se faire rembourser. Et comme 35% de la population africaine, non, 70% ont moins de 35 ans. Oh non, ont moins de 30 ans, je reprends. 70% de la population africaine, les 70% ont moins de 30 ans, ce sont des gens valides. Donc la sécurité sociale qui est élevée, qui est montée, gérée avec une certaine rationalité sera nécessairement excédentaire. Ça, c'est le deuxième aspect de la santé. Et le troisième aspect de la santé, c'est construire les laboratoires pharmaceutiques pour que les Africains produisent eux-mêmes en Afrique leurs propres médicaments. Beaucoup de pays le font, comme par exemple l'Inde. Pourquoi nous, les Africains qui avons tout, pourquoi nous croisons les bras? Pourquoi? Depuis que nous sommes nés, on nous a fait les louanges de la mendicité financière internationale. Et ça nous paralyse la conscience, ça nous paralyse l'esprit d'inventivité. Il faut finir avec ça. Donc c'est la monnaie africaine qui va nous décloisonner, qui va mettre fin à tout ça. Et financer sérieusement ce que j'appelle la santé. Le 9e besoin, c'est ce que j'appelle s'éduquer. L'éducation, c'est la base du développement. L'éducation. Nous devons avoir une vision claire et nette. Pourquoi l'Afrique produit des matières premières et on ne fait qu'exporter les matières premières? Pourquoi? Parce que sans qu'on ne le dise, ça veut dire que nous ne sommes pas intelligents et que les autres sont plus intelligents que nous. Mais un enfant, un naissant, qu'il soit né en Afrique, qu'il soit né dans les autres parties du monde, ils sont nus. Ils ne sont pas plus éduqués que nous. Mais le système éducatif mis en place dans tous les pays d'Afrique doit être financé sérieusement pour que ceux qui sortent de l'éducation, en tout cas ceux qui sont éduqués, qui sont formés, qui sont diplômés des écoles africaines, soient utiles à l'Afrique. Donc, nous disons, dans l'enseignement primaire, tout comme dans l'enseignement secondaire, il ne faut pas qu'il y ait plus de 30 élèves par classe. Dans l'enseignement supérieur et ainsi de suite. Nous avons notre propre argent, nous sommes capables de doter chaque établissement primaire, secondaire et supérieur des cantines ou bien des restaurants pour que les enfants soient bien encadrés. L'éducation. Quand on prend par exemple la Corée du Sud, la Corée du Sud en 1960 avait un revenu par habitant. Le Coréen, sud-coréen avait $690. Aujourd'hui, c'est près de 41 000 $. Le métier le mieux payé en Corée du Sud, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Nous disons, avec notre MUA, nous sommes capables de financer de façon sérieuse l'éducation. Pour que l'éducation puisse jouer son rôle. Lorsqu'on veut tuer un pays, on tue l'éducation. Aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, l'éducation nationale est devenue un supermarché où n'importe qui va s'enrichir et livre des bouts de papier qu'on appelle les diplômes, mais qui n'ont aucune valeur. Nous devons mettre fin à tout ça parce que nous avons notre propre argent. Je continue pour dire le 9e besoin, et ça c'était le 9e besoin, le 10e besoin, c'est se défendre. Les Africains sont humiliés depuis plus de 6 siècles consécutifs
parce qu'ils sont dans l'incapacité de se défendre militairement. Nous n'avons pas les moyens objectifs pour nous défendre. Les Africains doivent utiliser leur MUA pour non seulement se former, mais pour se défendre. Et je reviendrai dessus quand nous allons attaquer la troisième solution. Donc, je ne vais pas trop m'attarder pour passer au 10e et le 11e besoin, c'est la recherche et le développement. Le pays qui dépose le plus de brevets au monde aujourd'hui, ce sont les Chinois, alors que hier, c'était les Américains. Je reprends ceux qui ont oublié. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim, alors qu'ils étaient 500 millions de personnes. Aujourd'hui, les Africains, bientôt, ils seront 2 milliards. Avec notre monnaie, nous pouvons financer la recherche et le développement. Et avec ça, non seulement nous pouvons égaler la Chine, qui dépose plus de brevets, mais nous pouvons même dépasser la Chine. C'est une question de vision. Je reprends, pour ceux qui ont oublié. L'Afrique était en tête du progrès universel pendant des siècles. Je reviendrai dessus dans la solution anthropologique. Le 12e besoin, ce sont les NTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tous ces brillants en informatique, tout ce qu'on appelle les brouteurs, tout ce qu'on appelle les hackers, et tout ça, ce sont des cerveaux brillants. Encore faudrait-il les financer pour qu'ils puissent utiliser rationnellement leur savoir au profit des économies africaines et au profit de toutes les populations africaines. Mais ils sont laissés à eux-mêmes. Voilà pourquoi ils font n'importe quoi. Donc, je continue pour dire le 13e besoin, c'est la culture. La culture et le tourisme, nous allons le financer. Quand on est cultivé, nous avons un passé glorieux qui souffre, qui est mis sous les teignoirs. Nous avons un continent qui est très riche sur le plan culturel. Tout ça, nous devons financer pour que les Africains apprennent à redécouvrir, d'abord à se découvrir eux-mêmes, mais surtout à découvrir l'Afrique. Il y a des Africains qui connaissent pratiquement le monde entier, mais qui ne connaissent même pas l'Afrique. Et tout ça parce que les structures mises en place ne favorisent pas tout cela. Et enfin, le tourisme, j'en ai parlé, quand on aura mis tout ça en place, eh bien les touristes, qu'ils soient africains, qu'ils viennent du reste du monde, ils viendront découvrir avec leurs devises, etc. Mais surtout le 14e besoin, parce que nous avons notre argent, nous allons financer de façon sérieuse ce qu'on appelle la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain. C'est-à-dire ce vaste marché, avec tous ses avantages, nous allons financer pour que les Africains aient des opportunités d'avoir, je veux dire les entreprises françaises et africaines, aient des opportunités de marché, puissent réaliser les économies d'échelle. En un mot, les Africains, il y aura un échange, sinon des échanges afro-africains. C'est en finançant tout ça, les routes, etc. Quand je dis les routes, ce n'est pas seulement les routes par terre, mais ça peut être par mer, par fleuve, surtout les routes aériennes, pour que les Africains communiquent entre eux. Ensuite, une fois on a fait ça, on a financé la ZELCA, nous allons financer l'Union africaine. L'Union africaine, actuellement, est très faible parce qu'elle est financée de l'extérieur. Hier, quelqu'un d'autre, dont je ne vais pas dire le nom, disait que l'Union africaine est financée à 87% par l'Union européenne. Or, celui qui finance, c'est celui qui commande. Voilà pourquoi l'Union africaine va contre l'Afrique. Mais si nous avons désormais notre argent et que nous finançons l'Union africaine va apprendre à parler à l'impératif. C'est-à-dire n'a pas de compte à rendre à quelqu'un dont pourra parler dans l'intérêt des Africains. Ce qui nous amène donc à aborder la troisième solution. La troisième solution, c'est ce que nous appelons l'État fédéral africain. Regardons la face du monde. L'Afrique, pour mémoire, l'Afrique
a été émiettée à la conférence de Berlin de 1884-1885. Donc, on nous a mis, on a fait de l'Afrique une poussière d'États microscopiques incapables de se défendre individuellement. Et c'est dans ça que nous sommes. Ils n'ont pas fait ça par hasard, ils ont bien réfléchi, c'est pour nous affaiblir. Donc notre combat de libération, nous les Africains, si nous voulons vraiment nous libérer, notre premier souci, c'est de nous rassembler, c'est de nous unir. Donc créer l'État fédéral africain. Pour créer l'État fédéral africain, on n'a pas besoin de mettre des siècles. Encore là, c'est une décision politique. Comment? Il suffit simplement de mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Et on crée l'État fédéral africain. Tous les pays africains restent dans l'État où ils sont. Mais on leur dit, désormais nous avons un État fédéral africain auquel nous accordons 6 compétences. 6 seulement. Pourquoi? Quelles sont ces 6 compétences? D'abord, parce que nous formons un même État, eh bien on a les mêmes frontières par rapport aux pays tiers, c'est-à-dire les pays qui ne font pas partie de l'Afrique, et c'est la même douane. Donc la première compétence, c'est la même, c'est la douane. La deuxième compétence, ce sont les PTT, postes et télécommunications. Quand vous voulez écrire aux États-Unis d'Amérique, composé de 50 pays, vous achetez un seul thème. Donc on peut faire la même chose. Ce sont là les compétences dites naturelles. La troisième compétence, c'est la même diplomatie. Le même ministère des Affaires étrangères. Quand vous dites je m'avais au ministère des Affaires étrangères des États-Unis, vous ne trouvez pas 50. Il y a un seul ministère des Affaires étrangères. Donc on aura, l'Afrique aura une seule voix, parlera d'une seule voix. Et ensuite, quatrième compétence, naturellement, c'est la même monnaie. Les 54 pays africains vont utiliser la même MUA qui va circuler à l'intérieur des 54 pays africains. Ensuite, cinquième compétence, c'est la défense. La défense-sécurité. Aujourd'hui, l'Afrique est minée par des rébellions par-ci par-là, par des djihadistes, etc. Tout simplement parce qu'il n'existe pas une armée fédérale africaine qui est capable de mettre hors d'état de nuire tout ce qui trouble l'Afrique. Nous aurons une seule défense, l'armée fédérale africaine, financée pompeusement. Et c'est l'occasion unique en son genre qui est donnée aux Africains de se défendre. Je m'explique. Ici et maintenant, la Russie est en conflit ouvert avec tous les pays occidentaux, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, etc. Mais c'est cette occasion unique qui devrait permettre aux Africains de s'unir. Je dis que bon, puisque la Russie est prête à donner des armes puissantes, la Russie est prête à former les Africains pour que les Africains se prennent en charge en matière de sécurité, c'est l'occasion qui est donnée. Parce que demain, on n'a pas dit que la Russie sera toujours en conflit ouvert de façon interne. Non, un moment viendra, la guerre entre la Russie et l'Ukraine va prendre fin. Donc, au moment où ces grandes puissances sont en conflit, c'est l'occasion unique donnée aux Africains de se rapprocher de la Russie pour acheter des armes puissantes, d'une part, mais surtout pour demander à être formés et demander comment on crée, on produit ces armes-là. C'est la conditionnalité pour que l'Afrique puisse retrouver sa souveraineté. Parce que quand votre camarade vous frappe tout le temps et que vous n'arrivez pas à le repousser, il continuera toujours de vous assujettir. Mais le jour où vous le bousculez, vous arrivez à vous défendre, il vous respecte. C'est ce qui se passe. Donc les Africains
doivent maintenant saisir cette occasion. Il suffit de voir un petit cas. Le cas du Mali. Le Mali qui était envahi. Mais depuis que le Mali s'est rapproché de la Russie et que la Russie lui a donné des moyens militaires, eh bien, le Mali commence à repousser tous ces agresseurs. Au lieu d'aller combattre le Mali, c'est l'occasion unique donnée aux Africains de s'unir pour aller demander, pas la protection, mais aller acheter des armes puissantes partout dans le monde, dont la Russie. Et surtout, c'est formé, j'insiste sur c'est formé. Les Africains sont capables de créer eux-mêmes, de produire eux-mêmes leurs propres armes pour se donner une armée fédérale invincible. Je dis bien militairement invincible. Conditionnalité pour que l'Afrique puisse retrouver sa souveraineté. Et sixième compétence, c'est stimuler et surveiller l'industrialisation des économies africaines. C'est-à-dire, l'État fédéral africain aura pour mission non seulement de veiller à ce que chaque pays africain membre s'industrialise, donc transforme chez lui toutes les matières premières, mais surtout va donner encore va favoriser la création, va favoriser l'industrialisation. Ce qui nous amène à dire qu'il faut constitutionnaliser la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. On écrit dans la loi des lois de chaque pays l'interdiction totale d'exporter les matières premières. Mais on peut exporter les produits finis qui sont faits dans chaque pays. Prenez n'importe quel pays. Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. Au lieu d'exporter les fèves de cacao, eh bien on dit non, c'est terminé. Vous vous intéressez à la Côte d'Ivoire, eh bien installez votre industrie, votre entreprise qui va prendre les fèves de cacao, ou bien qui va prendre le café, sortir le produit fini. Et c'est ce produit fini que vous pouvez exporter. Parce que, rappelons-le, exporter les matières premières, qu'elles soient agricoles, minières, minérales et énergétiques, c'est s'appauvrir. Je vais donner un exemple que je donne tout le temps, que tout le monde connaît maintenant. Prenez le café. Lorsque vous êtes dans un pays développé comme la France, vous achetez une tasse de café. La tasse de café, eh bien le barman, il prend simplement une petite tasse. Moi, personnellement, j'ai fait la recherche partout, que ce soit à Paris, à Marseille, etc. C'est une machine. Je dis, dans la tasse de café, où il y a ce qu'on appelle l'eau chaude, vous y mettez combien de grammes de poudre de café? Eh bien, le barman répond, c'est 8 grammes. Mais par commodité, j'arrondis à 10 grammes. Ce qui veut dire, quand il a vendu 1 kg de poudre de café, 1 kg, c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10, ça fait 100 tasses. Il a vendu 100 tasses de café. Le prix moyen d'une tasse de café, c'est 2 euros. Ce qui veut dire 2 multiplié par 100. Le barman vend finalement 1 kg de café poudre à 200 euros. C'est-à-dire pratiquement 131 000 francs CFA. Question. Eh bien, le kilo de café a été acheté aux paysans ivoiriens, camerounais, à combien? Je connais le cas de celui de la Côte d'Ivoire, en moyenne, en CFA, c'est-à-dire 45 centimes d'euros. Mais par commodité, on va arriver à dire c'est 1 euro. Pourquoi? Parce que quand l'Européen vient en Côte d'Ivoire,
il accoste son bateau. Il reçoit le kilo à 300 francs CFA, auquel on ajoute le droit unique de sortie 200 francs, 300 plus 200 égale 500 francs. 500 francs, c'est 0,76 euros que j'arrondis par commodité à 1 euro. Donc l'Européen paie à 1 euro. Il prend le kilo dans son bateau, il va en France. Il va assurer ça contre les pirates de mer. Et je passe sur les détails jusqu'à ce que ça arrive chez Nestlé, c'est-à-dire dans l'entreprise qui va transformer en produit fini, qu'on appelle la poudre de café. Lorsque la poudre de café sort de la machine, il faut emballer. Mais où se trouve la compagnie, autrement l'entreprise d'emballage? Ça se trouve en France, ça se trouve en Europe. Et quand c'est emballé, on s'en va vendre dans les supermarchés. Qui travaille dans ce supermarché? Ce sont les Européens. Et c'est là le barman vient acheter pour aller alimenter son bar. Mais qui travaille dans le bar? Ce sont les Européens. En un mot, tout le cycle de vente du café est localisé en Europe. C'est là que ça crée des millions d'emplois. Alors faisons la démarche inverse. Si des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont compris que exporter les matières premières, c'est s'appauvrir, eh bien, ils importent la même machine. La machine, elle est neutre, elle fait le travail qu'on lui dit de faire. Donc, on implante en Afrique. La machine sort la même poudre de café. La même poudre de café. Puisqu'on aura tout vendu, on aura tout produit, depuis le paysan jusqu'à l'emballage, et bien sûr les 200 euros, si on veut exporter, on peut quand même dire, eh bien vous les Européens, au lieu de vous vendre à 200 euros, on vous demande simplement 50 euros. Prenez les 150. Sur les 50 euros, l'État étant gourmand, il prend lui seul 40 euros et il donne 10 euros aux paysans. 10 euros, c'est 6555 francs CFA. Immédiatement, le paysan sort de la pauvreté. Lui qui recevait hier 300 francs CFA et maintenant on lui donne 6555 le kilo, il sort de la pauvreté. Voilà le processus. Ce que je viens de donner comme exemple pour le café, c'est valable pour toutes les matières premières, quelles qu'elles soient. Et vous verrez que si l'Afrique fait ça, l'Afrique va sortir de l'ornière économique. Les gens seront très heureux, seront très riches en Afrique. Mais mieux, on n'a pas dit qu'il faut produire pour nourrir seulement les autres. Imaginons un seul instant que les Européens, les Américains disent que bon, comme ça a été produit en Afrique, nous on n'en veut pas. Mais les Africains peuvent bien consommer les tablettes de chocolat faits en Afrique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ce que je suis en train de dire, ce sont les produits finis qui alimentent les populations. Donc l'Afrique, c'est un marché de 2 milliards de personnes demain. Aujourd'hui 1 milliard 300 millions. Demain c'est un marché de 2 milliards. Si les pays ne veulent pas acheter des produits africains parce qu'ils sont transformés en Afrique, mais les Africains vont les consommer eux-mêmes. Parce que dans l'état que ce dont les Africains ne prennent pas conscience, l'Afrique est vue comme une réserve de main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Et ce sont les Africains seuls. Et rien que les Africains seuls qui prennent non seulement conscience, mais qui veulent mettre fin à leur esclavage moderne. Et la solution, c'est l'industrialisation. Donc je reprends, c'est d'abord la monnaie unique africaine, deuxièmement, l'industrialisation, troisièmement, l'État fédéral. Et à cela s'ajoute maintenant une quatrième solution que je vais survoler, hélas, que nous appelons la solution anthropologique. Cette solution anthropologique, c'est tout simplement ce que nous appelons la résurgence du passé glorieux de l'Afrique. Pour mémoire, rappelons que dans le mois d'octobre, il y a un prix Nobel de médecine
et de biologie qu'on appelle, c'est le Suédois, Svante Pablo. Il a démontré à la face du monde que dans sa matière qu'on appelle la paléogénétique, il a démontré que l'homme pur, l'homme complet, c'est l'Africain noir. J'insiste, parce que beaucoup d'Africains ne le savent pas, et ils ont un complexe d'infériorité devant l'homme blanc, parce qu'ils sont noirs. Je reprends. La science nous dit l'homme pur, l'homme complet, c'est l'homme noir. À l'opposé, il y a l'homme blanc, ou bien qu'on appelle en termes scientifiques le leucoderme, qui lui n'est pas pur. Pourquoi? Parce que, Svante le démontre, dans son génome, dans son patrimoine génétique, il y a l'ADN de ce qu'on appelle l'homme du Néandertal. L'homme du Néandertal, c'est une race humaine qui est éteinte. Mais l'ADN est resté. Et quand c'est sorti, ils ont même dit, c'est un coup dur pour les racistes. Mais l'homme pur, l'homme qui n'a pas de Néandertal dans son patrimoine génétique, c'est l'homme noir. Ça, c'est la première information. La deuxième information, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la matière grise. Une de nos sœurs qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, elle a pu démontrer brillamment que la matière grise n'existe pas. Cette sœur, c'est Hortense Dodo, professeure titulaire aux États-Unis, à l'université d'Alabama pendant plus de 18 ans, professeure titulaire. Elle a pu démontrer à la face du monde qu'il n'existe pas la matière grise, mais il y a ce qu'on appelle la neuromélanine. Cette neuromélanine, qu'on appelle improprement en fait la matière grise, est le siège de l'intelligence humaine. Quand on parle de l'intelligence humaine, la matière grise, en fait c'est la matière noire. Mais les gens, on est malhonnêteté intellectuelle, ils parlent de la matière grise, mais c'est la matière noire, c'est la neuromélanine. Quel est l'intérêt? C'est que c'est démontré scientifiquement que le taux de mélanine, le taux de la neuromélanine est le plus pur, le plus élevé, le plus concentré chez l'homme noir que partout dans les autres espèces humaines. Je reprends, même si ça peut encore choquer, parce que c'est la deuxième information. Le taux de mélanine, le taux de neuromélanine dans le cerveau, le taux de neuromélanine est le plus pur, le plus concentré, le plus élevé chez l'homme noir que chez les autres espèces humaines, où ce taux-là est dilué. Quelles sont les conséquences de ces deux révélations? Puisque l'homme noir est l'homme pur, l'homme complet, c'est lui qui a posé les bases de la brillante civilisation pharaonique que personne sur la terre ne remet en cause. Parce qu'il était pur, parce qu'il était complet. L'homme noir a été capable de faire preuve d'inventivité. Celui qui a inventé toutes les sciences, même les plus ardues, dont les mathématiques. Il faut que les Africains le sachent. Parce que, justement, parce que l'homme pur, l'homme noir est pur, il a l'intelligence complète. C'est lui, par la suite, avec le croisement, a pu donner la parole aux autres populations qu'on appelle l'homme du Néandertal, qui s'exprime par des grognements. Et quand vous lisez certains ouvrages comme celui d'Edouard Chouré, un Français authentique, tout comme celui de
Champollion le Jeune, tout comme celui de Harold Berer, un Canadien blanc, tout ça, je fais exprès. Et ils le disent ouvertement, que celui qui était en tête du progrès universel, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir qui a pu inventer l'écriture. C'est l'homme noir qui a pu inventer toutes les sciences les plus ardues, dont les mathématiques, l'astronomie, etc. C'est l'homme noir qui a pu inventer le monothéisme. Et c'est l'homme noir qui a pu inventer toute la brillante civilisation pharaonique, dont les pyramides. Et c'est l'homme noir qui a pu recevoir chez lui en Afrique noire des élèves en provenant de la Grèce antique, que ce soit les Pythagore, Thalès, etc. Tous ces gens-là, ils ont été les élèves des Africains noirs. J'insiste sur le mot noir, parce que beaucoup ont peur de ce mot-là, tellement on nous a matraqués. Et pendant ce temps, les leucodènes étaient encore à l'état sauvage. Ce n'est pas moi qui le dis. J'existe, disait le livre qu'on appelle Les Grands Initiés, Édouard Chouré. Disait des gens comme les Arabes, et ainsi de suite. Des gens comme les Victor Hugo disent ouvertement que le peuple le plus cultivé de l'univers, c'était les Noirs, jusqu'à ce que les Noirs aient été renversés. Donc, ce que nous appelons la solution anthropologique consiste à dire aux Africains, il faut que les Africains réapprennent leur histoire. Quand on dit aux Africains que nos ancêtres sont les Gaulois, nous savons que c'était du mensonge. Donc, il faut rééduquer les Africains pour que les Africains noirs puissent connaître leur propre nature, puissent connaître leur propre place et se rendre compte que c'est eux qui ont inventé la brillante civilisation mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Et pour illustration, parce que là, il faut un jour terminer, hélas, parce que j'ai besoin au moins de 3 heures de temps ou 4 heures de temps pour parler de la solution anthropologique. Mais je vais vous donner quelques exemples que vous allez vérifier. Lorsque, en 1969, les Américains ont mis pied sur la Lune, eh bien, c'était la gloire de l'humanité. Tout le monde a applaudi, c'est bien. Mais, ce qu'on a oublié, c'est que quels sont ceux qui étaient à la base des calculs complexes qui ont été faits pour que la conquête de la Lune soit possible? Je donne la réponse, vous pouvez aller vérifier. Il s'agissait de nos sœurs afro-descendantes qui étaient à la base de ces calculs complexes. C'est ça. Vous pouvez exprès, je vous laisse le temps. Vous allez vérifier tout ça. Deuxième exemple. Vous avez entendu parler du télescope le plus puissant, le plus grand qui puisse exister sur la Terre. Il fallait l'envoyer dans l'espace. 10 000, j'insiste sur le mot 10 000 collègues, tous blancs, ont fait des calculs et des calculs. Ils ont tous échoué. Or, ces projets coûtent au minimum 10 milliards d'euros. 10 milliards de dollars. Ils ne pouvaient plus. Et ils sont partis voir un Afro-Américain noir en la personne de Gregory Robinson. Notez-le, vous allez chercher. Pour dire, voilà, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Et Gregory Robinson, qui savait que c'est une grande responsabilité parce que ça engage 29 pays. N'oublions pas qu'ils sont 50. Hein. Il a refusé. Ils sont partis. Ils sont partis après quelques instants. Quand je dis quelques instants, ce n'est pas le même jour. Ils sont partis chercher. Ils n'ont pas trouvé encore.
ils sont revenus voir Gregory Robinson, parce qu'on sait sa puissance de frappe au niveau du génie. Gregory Robinson a encore refusé. Ils sont partis. Après tant de recherches, ils sont venus pour la 3e fois pour demander à Gregory Robinson qu'il faut-il mettre en application sa solution et que même si ça échoue, il est déchargé, il ne pourra pas endosser la responsabilité. Et c'est cette conditionnalité remplie. Gregory Robinson, a pris tout le projet en main, a corrigé toutes les erreurs que faisaient ses collègues blancs, et après il a proposé sa solution. Et c'est ainsi que ce télescope James Webb a pu décoller avec un grand succès. Et il a été nommé le chef de tout ce grand projet. Gregory Robinson. Notez-le, vous allez chercher. Et je rappelle, pour que vous puissiez comprendre, ce jeune Africain, Afro-Américain, il est l'un des 11 enfants, je dis bien 11 enfants, d'un couple métayer noir aux États-Unis. Il est l'un des 11 enfants. C'est pour dire que c'est la même Afrique qui est là. Ce que je suis en train de vous dire, de la tête jusqu'aux pieds, les Africains noirs sont couverts de mélanine. Encore faudra-t-il prendre conscience. Est-ce que vous allez me dire, de nos parents qui sont au village, qui ne sont pas partis à l'école, évidemment, dans notre naïveté, vous nous avez dit qu'ils ne sont pas intelligents. Non! L'intelligence, elle est là. Mais il faut mettre en mouvement. C'est comme toutes les richesses du monde sont dans le sous-sol africain. Mais les Africains n'en profitent pas parce que tout simplement, ils ne mettent pas en mouvement. Ils n'exploitent pas. Les autres viennent et ils exploitent et ils s'en s'enrichir. Regardez les Bédouins qui sont dans les pays arabes, producteurs de pétrole. Avant, ils étaient des gens qui élevaient les chameaux, etc. Mais depuis qu'on a découvert le pétrole, ils sont devenus très riches. C'est la même chose qu'on peut faire pour l'Afrique. L'intelligence, je reprends. Si on peut parler du créateur de l'univers visible et invisible, il n'a pas créé l'espèce humaine en Afrique noire par hasard. L'homme noir est le créateur de tout l'univers, enfin de toute l'espèce humaine. L'homme n'est pas descendu en Afrique et en Europe, ni en Amérique, ni en Australie, mais c'est en Afrique noire. C'est ça. Donc, l'homme noir est le propriétaire même de la terre, puisque c'est par la suite que tout, quand il s'est déplacé, qu'il est parti conquérir le reste de l'humanité, que le derme a changé de peau et la couleur a changé. Et par la suite, on est devenu, des blancs sont sortis de lui. Et je termine en disant, selon le Nobel, humaine, voilà pourquoi l'homme noir peut donner naissance non seulement à l'homme noir, mais à l'homme rouge, l'homme aux cheveux rouges, aux cheveux roux, à des albinos, en un mot, toutes les races humaines sont sorties de l'homme noir. Mais il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas être étonné de savoir que un homme noir qui épouse une femme noire peut mettre au monde un enfant blanc. Ça se produit ici et maintenant où je vous parle. Allez sur Internet, vous verrez. C'est dû au fait que c'est le patrimoine génétique de l'homme noir qui est comme ça. C'est que je termine. Et je termine en disant que les Africains ont été très bien créés. Et avec la barbarie que les Africains ont connue, on a mis dans leur tête un complexe d'infériorité devant les autres.
Voilà pourquoi nous trouvons par exemple certaines personnes noires qui ne sont pas fiers d'être noires, qui arrivent à se dépigmenter la peau, etc. Mais nous pouvons mettre fin à tout ça. Et pour mettre fin à tout ça, nous proposons 3 solutions, auxquelles s'ajoute la 4e. Je reprends. La première solution, c'est battre la monnaie unique africaine, qui va nous affranchir de tout, qui va nous donner les moyens objectifs de libérer l'homme noir. Deuxième solution, c'est industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer en produits finis toutes les matières premières agricoles, minières, minéraires et énergétiques. Troisième solution, les États-Unis d'Afrique. L'Afrique n'a pas d'avenir tant qu'elle n'est pas unie. Quand on a tué Kadhafi, parce qu'il voulait battre tout seul le dinar, or, à 90%, il avait donné les moyens, vous avez vu, on l'a tué et puis c'est terminé. Nous ne devons pas accepter cela. Les Africains, ils doivent savoir que c'est ça leur solution. C'est celui qui finance qui commande. Je ne fais que me répéter. Donc, troisième solution, c'est l'État fédéral africain. Et enfin, je termine là, la 4e solution, c'est la solution anthropologique, c'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité. Je vous remercie. Eh bien, chers téléspectateurs, il s'agissait là d'un exposé profond de la part du professeur Nicolas Arbou sur la question de l'indépendance financière et monétaire de l'Afrique, avec des solutions assez pertinentes. Vous l'avez si bien suivi. Le triangle de souveraineté repose sur 3 éléments importants, notamment la monnaie, la défense et la constitution. Et cette indépendance monétaire et financière passe par la MUA, la monnaie unique africaine, laquelle monnaie sera garantie par 131 200 tonnes d'or sur 81 années. Les différents membres de la Banque centrale africaine donc doivent chaque année contribuer 30 tonnes d'or ou alors de diamants, et surtout renforcer une coopération avec l'Ouganda qui détient, ce pays détient à lui seul 31 millions de tonnes d'or, et la nécessité se présente, chers téléspectateurs, donc de créer l'État fédéral africain qui devra émaner d'une décision politique à travers une ceinture politique dans les 54 États africains. 6 compétences de cet État fédéral africain, à l'instar de la monnaie ou encore de la défense, pour ne citer que ces 2 compétences-là, pour la libération donc totale de l'Afrique, chers téléspectateurs. En quelques mots, monnaie unique africaine, industrialisation, État fédéral africain, solution anthropologique, c'est-à-dire la rééducation des Africains sur leur véritable nature. Merci infiniment, professeur Nicolas Arbou. Merci. Merci, je suis toujours à votre service. Merci d'être là, merci d'être au Cameroun à coup sûr. Si votre séjour est un peu plus long, on vous servira de guide dans certains endroits très touristique, on va le dire. C'est un site touristique du pays. Alors on pourra peut-être échanger, voilà, partager ensemble un bon thé avant que vous ne puissiez reprendre la direction de la Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Merci de toujours participer de façon forte, de façon ardue à ce combat, l'éveil considérable des Africains, la libération totale de l'Afrique. Et bien sûr, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur en économie, écrivain, auteur de l'ouvrage « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. Merci infiniment pour votre extrême fidélité. Merci à tous les internautes pour leurs différentes participations sur nos plateformes. Le combat continue sur Afrique Média.